Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de So Sweet Planet, j'ai le grand plaisir de recevoir Steve Agimon pour parler d'un livre que je trouve exceptionnel et essentiel. Le livre s'intitule « Une histoire des luttes pour l'environnement 18e, 20e siècle, 3 siècles de débats et de combats ». Le sous-titre, c'est « Une première histoire des luttes environnementales en 100 focus illustrés ». Donc je vais lire le petit texte d'introduction de l'éditeur qui résume mieux que je ne pourrais le faire le sujet. Une première histoire des luttes environnementales, donc en 100 focus illustrés, riche d'une documentation visuelle jamais encore rassemblée. Cet ouvrage constitue le premier panorama des luttes environnementales à l'échelle mondiale de la fin du XVIIIe aux dernières années du XXe siècle. Cette mise en perspective historique a été rendue possible par le partage des recherches des 4 historiens co-auteurs de ce livre, à rebours du récit mythique d'une foi collective dans le progrès. Il présente une histoire des voies et des voies divergentes, donc des voies IES et des voies IX divergentes, éclaire la façon dont elles ont été combattues ou domestiquées, mais montre aussi combien elles constituent un socle précieux pour les combats d'aujourd'hui. Parmi ces 4 co-auteurs, Steve Agimon, dont les travaux portent, si mes sources sont bonnes, sur les controverses accompagnant les recompositions sociales et écologiques liées à l'essor touristique en montagne, je le rencontre aujourd'hui pour parler de ce livre donc essentiel. Bonjour Steve Agimon. Bonjour. Vous avez intégré dans cette histoire des luttes pour l'environnement des sujets emblématiques et d'autres beaucoup moins connus, de manière à, je cite l'introduction, donner au lecteur une image plus complexe des luttes environnementales à l'échelle mondiale et sur la longue durée. Replacer toutes ces luttes dans un contexte plus vaste, en quoi est-ce important ? Ça nous paraît important pour sortir, bien justement, parce que les enjeux environnementaux étant des enjeux globaux, il y avait un enjeu à faire cette histoire, enfin à rassembler cette histoire des luttes globales pour l'environnement, enfin de luttes locales, puisque la plupart des dossiers qu'on traite ici sont des luttes locales, même si on y reviendra, j'imagine, il y a aussi des dossiers plus globaux, oui. En particulier sur l'avancée des connaissances scientifiques, oui. Mais donc mettre en rapport ces différentes luttes locales pour nourrir effectivement nos enjeux globaux et les luttes du présent, les luttes globales du présent. Oui. Cette mise en perspective permet de retracer des grandes étapes, des périodes où l'on voit telle ou telle conception dominer. C'est assez intéressant de voir l'évolution dans la société, des conceptions dominantes. Des forces aussi, parce que ce sont à peu près toujours les mêmes. Ça aussi, ça apparaît du coup bien clairement. Ces forces qui s'opposent, celles qui protègent le vivant et celles, en gros, pour schématiser pour l'instant de façon très large, donc celles qui protègent le vivant et celles qui protègent plutôt des intérêts économiques. Par exemple, vous parlez dans les choses que l'on voit apparaître dans ces conceptions, dans ces approches, vous parlez de ce grand partage théorique entre nature et culture. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça a impliqué ? Alors là, ce sont des travaux plutôt d'anthropologues qui ont pu mettre en avant ce grand partage, anthropologues et sociologues. Donc pour la France, c'est en particulier Bruno Latour et Philippe Descola qui ont popularisé ce terme, cette expression du grand partage. Oui, récemment là du coup, enfin assez récemment. Récemment, voilà, depuis les années 1990. Et pour Philippe Descola, c'est en particulier son grand ouvrage Par de la nature et culture, où il montre l'exceptionnalité anthropologique de ce grand partage qui est entre nature et culture, qui fait des êtres humains une entité extérieure à la nature. Qui pose la nature justement pour penser ce qui est extérieur aux humains. Et donc, il en retrace la genèse et il montre à quel point ce grand partage est unique parmi les différents peuples de la Terre et même à travers les temps. Donc il en montre la genèse et il montre que c'est au XVIIIe siècle que cette vision se cristallise et qu'elle enclenche aussi un mécanisme de domination de cette nature qui est justement cet ensemble de choses
extérieur aux hommes, qui est là pour satisfaire les besoins des hommes, et donc que les hommes ont à connaître et ensuite à exploiter. Alors, vous avez divisé dans ce livre cette histoire en 4 grandes parties. La première, c'est donc fin du XVIIIe et XIXe siècle, contestée dans le siècle du progrès, suivie de 1900-1967, les luttes environnementales face aux flux et reflux de la modernité. Troisième partie, 1967-1979, le tournant environnemental. Enfin, 1979-1999, défendre la planète à l'heure du développement durable. Et cette dernière partie donc, se conclut avec une sous-partie intitulée « L'Anthropocène, lorsque le temps des humains rattrape celui du système Terre, 2000 ». On comprend que s'ouvre là une autre ère, mais pourquoi s'arrêter donc au seuil de ces 20 dernières années? Juste en 2000, il y a eu tellement de choses ces 20 dernières années. Alors une autre ère qui est en continuité de la précédente. Enfin, on s'est en fait dit qu'il y avait à partir des années 2000, alors Internet aidant sans doute, une multiplication des conflits qui faisait que la sélection devenait encore plus ardue, puisqu'elle a été ardue pour les périodes précédentes, mais là qu'elle devenait de plus en plus ardue, et qu'on ne pourrait faire qu'un saupoudrage, et qu'en fait ces années de 2000 à nos jours mériteraient un ou plusieurs autres ouvrages pour montrer le foisonnement des luttes et le foisonnement des luttes et leur mondialisation, leur mise en réseau. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est de montrer qu'avant 2000, où ça nous semble plus évident finalement que depuis les années 2000, on a une multiplication des luttes. Bon, c'est notre univers un petit peu, on a ça. Mais il y a aussi l'arrivée d'Internet en 2000. Oui, donc il y a aussi effectivement l'arrivée d'Internet qui permet qui favorise cette mise en réseau, et puis le fait qu'on connaît mieux aussi ces luttes-là. Même si avec Internet, on peut avoir la sensation que tout ça est noyé dans un flot d'informations qu'il est difficile de maîtriser. Mais on s'est dit que donc voilà, d'arriver à 2000, ça montrait toute la profondeur historique de justement cette multiplication des luttes dans les années 2000. Elle peut s'appuyer sur tout un ensemble de luttes, des racines, disons, très anciennes, et qu'on a donc fait remonter au XVIIIe siècle. Alors, dans la première partie, vous mettez la lumière sur les premiers, en fait. Donc, Gilbert White, par exemple, le premier écologiste. Et qu'est-ce qui permet de dire que c'est lui, et qu'est-ce qu'on entend ici par écologiste? Alors, il y a un point d'interrogation, évidemment, puisque l'étiquette est anachronique, donc on a voulu s'amuser et simplement mettre avec Gilbert White en avant le fait que ce grand partage qu'on évoquait tout à l'heure, il n'est pas si évident, il n'est pas si partagé, et qu'on retrouve chez des gens comme Gilbert White, avec le caractère particulier de Gilbert White, c'est qu'il a laissé des écrits, donc on a des traces, des traces de sa pensée, de ce qu'il a fait. Parce que là, on est en quelle année ? On est au XVIIIe siècle, disons, dans les années 1760-1770, avec son carnet où il note quotidiennement à Selborne, la commune où il vit en Angleterre. Il note quotidiennement ce qu'il observe dans la nature, et avec une sensibilité qui, évidemment, nous émeut encore aujourd'hui, et rappelle beaucoup de choses qu'on aurait envie de retrouver aujourd'hui, cette sensibilité au vivant, qu'on retrouve absolument chez Gilbert White, et cette attention aussi aux interactions entre les différents éléments qui composent cette nature qu'il a sous ses yeux quotidiennement. Oui. Et écologiste, alors du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on appelle écologiste ? Alors, pour le XVIIIe siècle, ça n'existe pas encore, puisque c'est plutôt un vocabulaire du XXe siècle. Mais disons que c'est quelqu'un qui est sensible à l'écologie, c'est-à-dire à ces interactions entre les différents êtres vivants, et y compris là-dedans les humains. Donc voilà pourquoi on a posé cette question d'un Gilbert White premier écologiste, puisqu'on y trouve des choses qui sont très proches des préoccupations de l'écologie, qui se structurent, elles, véritablement au XXe siècle. Alexander von Humboldt, précurseur de l'écologie scientifique, alors ça c'est le titre du focus qui lui est consacré, précurseur de l'écologie scientifique 1769-1859. Donc je cite un passage, il accuse ainsi l'Occident de causer la ruine des civilisations par la destruction de la nature. Je crois que ce qui m'a le plus frappé, en fait, moi, en lisant ce livre, c'est de voir à quel point tout ce que l'on semble découvrir aujourd'hui
a été identifié et formulé il y a déjà donc très longtemps. Je rappelle les dates, 1769-1859. Et lui, dans son essai sur la géographie des plantes en 1807, il s'attache à dépasser, je cite, la seule description morphologique des plantes pour examiner la répartition des espèces en fonction du sol, du climat, de l'altitude et de leurs interactions. Est-ce que c'est l'un des premiers à identifier les liens d'interdépendance ? Donc il y a eu quelqu'un comme Gilbert White auparavant, il y a parmi les scientifiques, disons les botanistes, zoologues déjà du XVIIIe siècle, il y a aussi en germe cette pensée-là. Il y a chez les contemporains de Humboldt des gens qui pensent comme lui, qu'on a un petit peu oublié, mais quelqu'un comme Ramon de Carbonnière aussi est attentif à ces liens-là. Pic de la Mirandole, enfin voilà, un certain nombre de botanistes. En fait, il fait partie d'un univers qui pense de cette manière-là. Donc il n'est pas unique. Ce qui est intéressant, c'est que finalement ces éléments qui sont connus, qui sont publiés, qui sont connus parmi les élites qui lisent, les ouvrages de Humboldt sont très diffusé, il est traduit dans beaucoup de langues, en allemand, français, anglais, en tout cas les grandes langues européennes. Il est traduit, il est connu, mais ça ne semble pas vraiment avoir d'effet sur le cours des choses. Oui, ça c'est une constante au fur et à mesure qu'on étudie ce livre, toutes ces alertes qui ont été lancées et qui aujourd'hui, en 2021, malheureusement ne semblent pas avoir eu beaucoup d'effet. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose par rapport au début de ce que vous disiez. On voit aussi qu'il y a des éléments, il y a des causalités qui s'avèrent fausses. Par exemple, lorsque Humboldt, mais ce n'est pas le seul, lie l'évolution de la forêt au climat, à l'évolution du climat, puisque c'est comme ça qu'il peut accuser la civilisation d'être à l'origine de la ruine de certaines civilisations et de leur environnement, en constatant qu'il y a eu, en supposant qu'il y a eu déforestation du fait de la colonisation espagnole en Amérique du Sud, Amérique du Sud et Amérique centrale, et que c'est cette déforestation qui a causé donc la ruine des civilisations du fait d'une modification du climat et d'une désertification. On comprendra ensuite, plus tard, que ces liens-là sont en fait plus complexes et qu'en tout cas c'est faux. Mais il y a un certain nombre de constats critiques par contre qui sont pertinents, où il observe des choses tout à fait pertinentes. Voilà. Oui, parce que la déforestation a quand même généralement un lien avec les changements climatiques. Oui, mais pas à l'échelle qu'il entend. Oui. C'est plus complexe, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le lien avec le CO2. Là, l'évolution de la forêt est liée à cette époque-là, puisqu'on a identifié, on comprend la photosynthèse, donc c'est relié au cycle de l'eau. Donc ça, je renvoie aux travaux de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher qui ont fait une magnifique synthèse sur cet aspect-là, sur l'évolution cette histoire du changement climatique, justement. Et donc on relie au cycle de l'eau, mais avec des liens qui sont un petit peu trop forts, disons, dans la pensée du XVIIIe et XIXe siècle, où on pense vraiment que la forêt détermine le climat, ce qui n'est quand même pas le cas. Mais oui, il a fallu que les thèses sur le CO2, sur l'effet de serre et le CO2, s'imposent contre cette vision-là qui reste dominante jusqu'au XXe siècle, et en fait, par exemple, dans le monde colonial, qui va perdurer assez longtemps et qui va motiver, par exemple, des campagnes de spoliation de certaines terres indigènes et de mise en plantation, et qui a perduré, qui a été abandonné en Europe au début du XXe siècle, mais qui a perduré ensuite par ailleurs. Et des mesures qui en Europe ont pu aussi justifier au XIXe siècle certaines mesures contraignantes pour des populations pauvres. C'est au nom de la défense de la forêt et de la défense du climat qu'on a voulu aussi venir à bout de certains usages locaux, d'usages paysans de la forêt. Alors, on voit ainsi apparaître les premières réglementations parce que l'industrialisation commence à polluer. Il y a les rejets de plomb et d'arsenic, entre autres. Puis, la première société royale contre la maltraitance des animaux à Londres en 1824. On sent naître de nouvelles prises de conscience. Les premiers mouvements de défense des forêts. Chaque sujet est toujours présenté sur une double page par un petit texte explicatif et des illustrations, de formidables illustrations d'ailleurs, avec beaucoup d'images d'archives et d'affiches, et c'est vraiment intéressant. Les forêts donc, nous amènent bien sûr à Henri David Thoreau, et son fameux livre Walden, Vivre dans les bois en français, en 1875,
où vous nous rappelez qu'il y laisse, je cite, « transparaître sa critique de la modernité, du commerce et de la propriété privée qui aboutissent à une agriculture intensive et à l'exploitation de la nature pour le profit. » Ça semble tellement d'actualité. Un siècle et demi plus tard, on semble s'apercevoir que cette approche du monde nous a menés dans le mur d'agriculture intensive et d'exploitation de la nature. Sauf que pendant un siècle et demi, on a cherché à ridiculiser et décrédibiliser tous ceux qui émettaient ces critiques et qu'aujourd'hui, avec l'anthropocène, qui n'est pas encore complètement admis comme tel, mais enfin bon, de plus en plus, et surtout avec le dernier rapport du GIEC, on a les preuves scientifiques de la justesse de ces analyses. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de travailler, de constater ça ? Évidemment un certain vertige sur la profondeur historique d'un certain nombre de constats et de critiques, mais aussi des éléments pour comprendre la manière dont ces alertes ont pu être ignorées parce qu'elles venaient de milieux qui semblaient sympathiques mais marginaux, parce qu'effectivement il y avait d'autres promesses qui semblaient prendre le dessus. Oui, et qui étaient beaucoup plus excitantes quand même. Voilà, exactement. Oui. Simplement des promesses d'en finir avec un certain nombre d'aléas naturels, un certain nombre de contraintes naturelles et de pouvoir aboutir à une forme de société d'abondance où tout le monde s'est finalement retrouvé au 19e siècle, quasiment tout le monde. Ces rêves d'abondance, d'en finir avec la misère, d'en finir aussi avec l'ère des révolutions. Oui, ce qu'on peut comprendre. Voilà, et donc qui a amené une mise en silence d'un certain nombre de discours et de constats. Alors, les pluies acides, par exemple, ça c'est un bel exemple aussi de perte de temps dramatique. Et en fait, c'est drôle parce que sur ce focus-là, sur les pluies acides, en fait, je ne comprenais pas bien en commençant la lecture du focus qui leur est consacré, parce qu'on y lit, alors je cite, « Les effets des fumées acides sur les plantes et la santé humaine sont documentés dès 1813 par un certain nombre de scientifiques. » Et dans mes souvenirs, moi, les pluies acides, on en entendait parler dans les années 80. Je me souviens très bien, il y avait pas mal de sujets dans les médias sur les pluies acides, les forêts, en Allemagne, dans les Vosges, les dégâts. Exactement. Donc, il a fallu presque 2 siècles. Qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps, quoi ? Alors, il y a une rupture entre les deux périodes avec la mise en place de filtres à la fin du 19e siècle qui permettent de filtres et puis une montée en hauteur des cheminées qui permettent soit d'empêcher le soufre de passer, ou soit de diffuser, de diluer, disons, le soufre. Donc voilà ce qui s'est passé. Il est là quand même, et il retombe finalement. Mais il retombe, et avec la croissance industrielle prodigieuse de l'après-Seconde Guerre mondiale, eh bien ces quantités de fumée, alors c'est en partie les fumées automobiles, fumées automobiles et les centrales électriques au charbon. Les émissions sont telles que le soufre effectivement finit par retomber sous forme de pluie acide. C'est identifié dans les années 1960 et puis voilà, finalement il y a des mesures qui sont prises dans les années 1980, en particulier avec les pots catalytiques sur les voitures. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'industriels qui s'y sont beaucoup opposés. Qui ont même beaucoup trafiqué. Parce qu'il y a eu des scandales là depuis quelques années. Et qui ont trafiqué avec différents types différents types de trafic. Mais le problème, c'est en partie résolu. Il n'y a plus ces mêmes problèmes de destruction des forêts de conifères, en particulier effectivement des Vosges et d'Allemagne. Au 19e siècle, donc, il y a effectivement aussi des fumées qui sont renvoyées sans filtre. Le charbon brûle et les fumées sont rejetées dans l'air et retombent sous forme de pluie acide qui détruisent les récoltes alentours, et les riverains le voient très bien, ils le constatent. Ils constatent qu'après l'apparition d'une usine, eh bien leurs cultures sont détruites. Oui. Donc ces éléments-là amènent des luttes, c'est-à-dire que d'une part, il y a des scientifiques et des médecins qui identifient clairement le mécanisme avec, identifient le soufre qui acidifie les pluies et qui détruit les cultures, et puis autrement, il y a les riverains qui simplement observent ce qui se passe, observent les modifications de l'environnement et relient très clairement l'usine aux destructions. Et donc se mobilisent. Et là, ce sont des mobilisations récurrentes.
autour d'usines métallurgiques, autour d'usines, d'usines qui utilisent des machines à vapeur, et aussi autour des usines qui utilisent de la soude ou qui émettent de la soude. Voilà, donc on en a tout au long du 19e siècle, et partout en Europe et aux États-Unis de ce type de conflit. Ah oui. Lorsqu'on lit dans le focus intitulé « La grande puanteur de Londres 1858 », que l'installation d'égouts se déversant dans la Tamise à la fin des années 1850 engorge le fleuve avec une énorme quantité d'immondices, 250 tonnes de matières fécales sont ainsi rejetées quotidiennement dans la Tamise. Ça semble complètement incroyable, mais en fait, nous avons encore aujourd'hui de nombreux cas de rejets toxiques dans les fleuves et les rivières, y compris en France, que ce soit par rejet direct, par infiltration. Un rapport de l'association Robin des Bois signalait il y a 3 ou 4 ans que plus de 60 000 tonnes d'hydrocarbures étaient déversées chaque année dans nos rivières en France. Et il y a aussi les pesticides et plein d'autres choses. Dans ce focus, la grande puanteur de Londres, on voit aussi qu'il faut souvent arriver au point extrême, insupportable pour les humains eux-mêmes, pour que des mesures soient prises. Ouais, on retrouve l'importance des sens, tout simplement, c'est-à-dire qu'une pollution devient intolérable lorsque bien nos sens permettent de la percevoir. Donc, ce qui peut être problématique puisqu'il y a tout un tas de pollutions qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qui ont des effets terribles. Qui ne nous incommodent pas. Qui ne nous incommodent pas directement. Et donc du coup, on ignore complètement. Voilà. Oui. Tout un tas de pollutions des cours d'eau, on les ignore, elles touchent les poissons, mais sinon on ne les voit pas directement. Bon, donc, et donc oui, pour Londres, effectivement, il y a ce problème d'empoisonnement de l'eau de la Tamise qu'on retrouve avec l'industrialisation partout en Europe. Les fleuves et les rivières servent d'exutoire à l'industrie et à l'économie domestique, et une économie industrielle qui change au 19e siècle avec l'intrusion d'énormément de produits chimiques qui deviennent beaucoup plus dévastateurs pour l'eau. Et puis les villes grossissent, et donc les rejets domestiques eux aussi grossissent, et on aboutit donc à ces situations terribles de grande puanteur à Londres, qu'on retrouve aussi à Paris. Il y a des moments de grande puanteur de la Seine qu'on retrouve aussi en fait un petit peu partout, en particulier l'été lorsque l'eau est basse et que les immondices ressortent à l'air libre. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde, en Asie notamment, où les rivières sont comme des déchetteries, quoi. Exactement. Oui. Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'égout, et il y a surtout En fait, ça a longtemps été le cas, le fait que les rivières servent d'exutoire. Simplement, les économies se transforment, et c'est qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui et depuis le 19e siècle, on a des rejets toxiques, on a des quantités extraordinaires qui sont rejetées aussi de matières fécales, par exemple, puisque les villes grandissent, et puis pour le 20e siècle, toutes les matières plastiques qui vont envahir aussi les fleuves et les rivières, ce qu'on n'avait pas dans les temps modernes, et au 19e siècle non plus d'ailleurs. Oui, parce que j'avais fait une interview de Romain Troublé pour Tara Océan, et justement ils avaient fait une mission en remontant les fleuves par rapport aux pollutions dans les océans. Mais en fait, pour montrer que ce n'est pas des pollutions qui sont forcément directement créées par des paquebots ou des rejets dans les océans. Ça arrive beaucoup par les rivières et les fleuves, la pollution plastique. Il me semble que 80% des déchets plastiques qu'on trouve dans les mers et les océans viennent de l'intérieur des terres. Donc voilà. Avec le focus intitulé « L'un des premiers espaces protégés au monde, la forêt de Fontainebleau ». Alors là, on est en 1861. On note l'arrivée des écrivains et des artistes, Prosper Mérimée, Georges Sand, Théophile Gautier, dans les mobilisations. Avec eux, ils apportent en fait leur capacité particulière de par leur approche sensible pour sensibiliser justement. Une autre façon de transmettre, d'éveiller, de sensibiliser et de se mobiliser. Oui, et quand on fait la généalogie de la protection de Fontainebleau, en fait, on peut remonter même plus tôt, aux années 1830, avec la mobilisation de Théodore Rousseau contre les plans d'aménagement de la forêt, justement pour transformer Fontainebleau en une forêt productive, rationnellement exploitée, qui puisse fournir en bois à la fois l'industrie et puis Paris, qui est en pleine croissance et qui demande énormément de bois pour la construction.
Et donc Rousseau va progressivement réussir à agréger autour de lui non seulement les peintres de Barbizon, mais aussi un certain nombre de sommités intellectuelles qui appartiennent plus ou moins à ce grand courant romantique, très attentif à la nature, et donc qui va jouer un rôle important pour mobiliser plus largement et finalement amener Napoléon III à prendre un décret qui protège 1000 hectares de la forêt de Fontainebleau. Bon, 1000 hectares sur 17 000, hein, c'est relativement limité, mais quand même, symboliquement, on est sur en France un premier vrai espace protégé pour, en tant que nature, en tant que paysage remarquable. Oui. Alors ensuite, on a un gros sujet là qui réapparaît dans plusieurs focus, le mythe de la mission écologique des empires coloniaux. Quelle était cette mission écologique des empires coloniaux ? Donc là, il y a eu un certain nombre d'ouvrages très importants sur ce thème-là, avec Guillaume Blanc, avec Diana Davis, avec Violette Pouillard, donc, qui ont montré différents aspects de ce colonialisme vert. Oui. Et en montrant aussi du côté de Guillaume Blanc en particulier et de Diana Davis à quel point cette façon de penser qui naît au XIXe siècle va perdurer ensuite et jusqu'à nos jours dans un certain nombre de politiques internationales et d'interventions de certaines ONG et d'institutions internationales. Donc ce colonialisme vert, cette mission écologique, cette mission impériale écologique, en fait, réside dans l'idée que les environnements des pays, des zones colonisées, seraient dégradées par les populations qui y vivent, et que dans une manière de penser, dans une manière d'être persuadés du côté des Occidentaux qu'ils incarnent la civilisation et que ils peuvent restaurer justement la grandeur de populations passées ou alors les amener sur le chemin de la civilisation, bien que cette mission-là, elle passe aussi par un redressement de l'environnement et un redressement de la manière de bien gérer l'environnement. Et bien gérer l'environnement dans cette pensée du 19e siècle et d'une partie du 20e siècle, c'est à la fois pouvoir concilier l'exploitation, donc c'est-à-dire tirer des revenus, tirer des profits de cet environnement, ce que ne semblent pas faire suffisamment les populations colonisées, et puis protéger. Voilà, à la fois exploiter et protéger. C'est un peu cet idéal de gestion coloniale de la nature. Et qu'est-ce que ça implique alors comme conséquence ennuyeuse ? Eh bien, ça implique un certain nombre de mesures de privation des terres, de condamnation des usages autochtones, de spoliation même, hein. On le retrouve un petit peu partout en fait dans les territoires colonisés. En Algérie, dès les années 1850-1860, des terres vont être saisies pour être mises en exploitation de manière plus rationnelle par les colons, par les autorités coloniales, et on va en partie planter, alors parfois en faisant des erreurs extraordinaires, par exemple en plantant des eucalyptus qui vont épuiser les nappes phréatiques pour l'Algérie. Et on va retrouver ça en fait un petit peu partout en Afrique, en Asie, avec en Afrique pour tout ce qui est de l'Afrique tropicale, enfin toute l'Afrique du moins où on trouve des savanes. Les Occidentaux sont persuadés que dans ces espaces de savane, il y avait des forêts et que ces forêts ont été détruites par les populations autochtones. Et donc vont partir de l'idée qu'il faut empêcher en particulier le pâturage. Et donc il y a une guerre au pâturage qui est menée, et là qu'on retrouve jusqu'à nos jours, dans un certain nombre de politiques publiques, guerre au pâturage qui est menée un petit peu partout. Guerre en fait à tout un ensemble de pratiques populaires, de pratiques autochtones de l'environnement, qui étaient des pratiques essentielles pour la survie des populations, dont on sait aujourd'hui qu'elles ne nuisaient, que la biodiversité s'était construite avec ça, et donc il y avait une sorte d'équilibre qui s'était constitué autour de ces pratiques locales de l'environnement, et que vont venir totalement modifier les colons, avec l'idée à la fois, donc ce que je disais tout à l'heure, à la fois de pouvoir faire du profit, de concilier profit et meilleure protection de l'environnement. Chaque focus de ce livre apporte un nouvel élément au tableau de l'histoire de ces luttes environnementales que vous composez de façon impressionniste. On voit bien par exemple les nombreux moyens employés pour
pour décrédibiliser et combattre celles et ceux qui luttent pour l'environnement. Ce sont parfois des moyens très violents physiquement et parfois c'est plus pernicieux. Par exemple, dans le focus, je vous laisse le dire. Ouais, donc Searle-Mere. Contre Manchester, un combat fondateur au Royaume-Uni, 1876. On voit là que l'on appelle les défenseurs de l'environnement les sentimentaux. C'est ce genre d'argument qui sera aussi employé contre Rachel Carson un peu plus tard. Donc il y a les gens sérieux d'un côté qui défendent le progrès et il y a les sentimentaux, c'est ça ? Exactement. Et oui, je ne saurais mieux dire que vous ce que vous venez de dire. Hein. Il y a cette idée-là qui reste, et d'où l'importance de revendiquer les sentiments et les sensibilités comme outil nécessaire pour vivre avec ce qui nous entoure. Oui. C'est-à-dire à l'encontre d'une vision. Pour respecter ce qui nous entoure, voilà, peut-être. Exactement, oui. Pour respecter ce qui nous entoure. À l'encontre d'une vision, disons, aménagiste, mais aussi très masculine de l'environnement. Masculine, hein, dans la masculinité qui s'est construite à l'époque contemporaine, hein, mais c'est-à-dire d'éliminer un peu et de déconsidérer ce qui serait de l'ordre des sentiments et de la sensibilité. Oui. Et donc oui, on retrouve ça effectivement quand Rachel Carson sort cet ouvrage qui menace l'industrie des pesticides. Eh bien, une manière de la discréditer, c'est de la renvoyer à son sentimentalisme, au fait que c'est une femme et qu'elle n'est pas très sérieuse au fond. Pourtant, aujourd'hui, on la considère comme une des figures pionnières de l'écologie d'aujourd'hui. C'était les années 60, 70 Oui, au début des années 1960. Ce livre-là qui a fait date. Le printemps silencieux. Le printemps silencieux, oui. Alors, parmi les moyens que l'on voit apparaître aussi pour décrédibiliser les défenseurs de l'environnement et leur lutte, il y a aussi le fait de s'assurer d'avoir des médias sous influence, comme lors de l'affaire du Rio Tinto, à la fin du 19e en Espagne, avec un énorme gisement de cuivre et une technique extrêmement toxique qui avait déjà été interdite en Angleterre et qui est ici pratiquée sans vergogne, je cite, comme en terrain colonial. Et là, on lit « La presse se veut rassurante, les fumées seraient bénéfiques pour la santé ». Ouais, là, c'est un cas... C'est un cas emblématique, hein. Rio Tinto à plusieurs titres, donc une dénonciation populaire, enfin à la fois par les ouvriers, les mineurs et par les populations riveraines de ces mines, des pollutions liées au traitement des minerais de cuivre. Hein. On pratique la calcination pour extraire le cuivre, calcination à ciel ouvert qui émet beaucoup de soufre, encore une fois, qui détruit les cultures alentours. Et dans une exploitation associée à de très mauvaises conditions de travail pour les ouvriers. Donc grande mobilisation en 1888 avec une grande manifestation qui réunit dans une zone rurale d'Espagne, d'Andalousie, 10 000 personnes et qui est réprimée dans le sang avec sans doute 200 morts. Il n'y a jamais eu de compte officiel. Et avec une complicité des médias, mais aussi des médecins qui vont se vouloir constamment rassurants effectivement sur ces pollutions et avant ce drame du début d'année 1888, comme après, lorsqu'il y a une commission d'enquête qui est envoyée et qui conclut qu'il n'y a pas de danger pour la santé de ces fumées. En fait, on le retrouve très longtemps. Il y a une foi dans le progrès qui fait dire que soit on trouvera une solution, enfin là il y a des problèmes, mais on trouvera une solution, donc on promet la solution pour pouvoir continuer à produire et à polluer. Ou alors, on dit que non, ce ne sont pas des pollutions, que ce sont des éléments bénéfiques qui améliorent l'environnement plutôt que de le détruire. On le retrouve dès le début du 19e siècle et on le retrouve effectivement tout au long du 20e siècle avec un certain nombre d'industries, dont l'industrie des pesticides qui va être une des reines aussi de ce type de mensonges. Donc sur les médias, on pourrait ajouter qu'il y a effectivement à la fois des manipulations directes, enfin des liens, des collusion entre les médias et les industriels et les politiques parce qu'il y a des intérêts financiers puisque il y a des groupes de presse qui appartiennent à des gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent ou que les choses soient dénoncées. Et puis il y a aussi sans doute parfois, mais là c'est pas le cas pour Rio Tinto où c'est vraiment une collusion des pouvoirs publics, politiques et médiatiques. En Russie, peut-être plutôt, là, sur l'exemple c'était sur le lac Baïkal. Oui, voilà, bien sûr, on pourrait retrouver ça aussi en Russie. On pourrait penser
Bon, on aurait plein d'exemples en tête dans des régimes plus ou moins autoritaires, mais y compris dans nos démocraties libérales. Et puis il y a aussi un manque de formation d'un certain nombre de journalistes qui vont être facilement pris par les contre-arguments des industriels qui vont essayer de discréditer justement les dénonciations et les alertes environnementales. Le Japon, et parce que là on a pas mal parlé de l'Europe, mais le Japon est aussi touché très tôt par des problèmes environnementaux. Oui, effectivement, d'ailleurs, on a un cas très proche de Rio Tinto avec de même des pollutions liées au cuivre. Le cuivre qui est un métal extrêmement important pour l'industrialisation, mais en particulier pour la seconde industrialisation, celle de l'électricité. Le cuivre est un conducteur excellent et donc les productions de cuivre redoublent à partir des années 1880 et c'est là qu'on voit un certain nombre de problèmes se poser effectivement avec des exploitations de cuivre gigantesques. Et de même, donc lorsque le Japon se modernise, se lance dans une politique de rattrapage de son retard industriel sur l'Occident, eh bien, les productions des mines de cuivre d'Aisho augmentent et provoquent de grandes pollutions dans les cours d'eau, cette fois-ci, qui nuisent aux agriculteurs alentours, agriculteurs et grands propriétaires qui vont tenter de se mobiliser, mais là encore, qui vont affronter le mur du pouvoir et de la collusion entre l'industriel et le pouvoir qui... de toute façon, faute de mieux, l'impératif étant de se moderniser, faute de mieux, eh bien, la pollution n'est pas résolue et on étouffe la contestation. Oui, c'est ça. On sent qu'il y a une avidité, une espèce de frénésie qui commence durant ces années, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même toujours très présent. C'est qu'il y a derrière des enjeux géopolitiques extraordinaires. On est dans une montée des impérialismes à l'échelle mondiale. Le Japon rentre là-dedans, mais l'Europe est tout à fait aussi dans cette stratégie-là, les États-Unis aussi au même moment. Et pour ces impérialismes-là, il faut des ressources. Il faut mettre la main sur les ressources, il faut les exploiter. Et il en va un peu dans l'esprit d'une compétition internationale et d'une lutte pour la survie qui est aussi dans l'esprit d'un certain nombre de gouvernements. L'industrialisation rentre aussi dans cette course à la puissance. Oui, qui est quand même toujours très présente, même si l'époque a changé, tout est différent sur les motivations, mais enfin... on voit que quand même c'est toujours cette même avidité puisqu'ensuite il y a le pétrole, ensuite il y a le plastique, tout ce qui est lié aux énergies fossiles. Enfin, on va en reparler. Alors vous consacrez un focus aussi à Svante Arrhenius, je prononce bien ? Oui, je ne parle pas suédois, donc je prononce comme vous. D'accord. Alors, un nom qui n'est pas resté dans l'histoire pour le commun des mortels, comme moi, et pourtant, Svante Arrhenius, si on l'avait écouté, on n'en serait sans doute pas là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il met en lumière, lui ? Alors, en fait, oui, alors là, c'est une curiosité, mais on en serait peut-être quand même là, puisqu'il était très optimiste. Mais je vais expliquer. Lucide, mais optimiste. Donc, moyennement lucide, peut-être. Oui, enfin, voilà. Alors, Svante Arrhenius, à la suite d'autres, mais établit le lien entre les variations passées du climat et la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On a progressivement... On est en quelle année, là ? On est donc entre 1896 et 1906 pour ces articles scientifiques qui mettent en avant des preuves, des arguments solides en tout cas, qui relient la composition de l'atmosphère aux variations du climat. On connaissait les variations passées du climat, on ne savait pas forcément les expliquer. L'effet de serre commençait à être imaginé depuis le milieu du 19e siècle, disons, mais de même, on était dans des travaux en cours et Svante Arrhenius apporte un certain nombre de pièces importantes à l'édifice de la compréhension de l'effet de serre. Svante Arrhenius ajoute à ça, à cette compréhension de l'effet de serre, qui est naturelle, l'effet de serre, ajoute à ça que les sociétés occidentales émettant de plus en plus de CO2, relarguant le carbone fossile sous forme de CO2, de gaz, sont en train de modifier l'atmosphère. Et il prédit donc, mais en fait ces calculs sont faux, mais il prédit un réchauffement à venir de l'ordre de 4 à 5 degrés à l'horizon 2100, il me semble. Pas mal quand même. Voilà. C'est incroyable pour l'époque. Ces calculs sont faux, mais ils tombent juste par rapport aux prévisions actuelles là, qui pour le coup sont extrêmement, aujourd'hui, sont solides.
Mais Sven Arrhenius, en disant ça, il est optimiste parce qu'il voit ça plutôt d'un bon œil, puisque ce réchauffement climatique va permettre de rendre... Voilà, exactement. Sur des endroits qui ne sont pas cultivables. Voilà, il ne présage pas encore les effets catastrophiques. Ça viendra plutôt dans les années 1950-1960 que d'autres vont commencer à prévoir des effets catastrophiques de ce réchauffement climatique. La deuxième grande partie, de 1900 à 1967, elle est marquée entre autres par l'arrivée des ressources fossiles. Page 88, on lit « L'Occident a repoussé ses limites naturelles par les énergies fossiles, par la science et par la domination du monde. Il semble sur le point de dépasser la nature en perfectionnant industriellement ses fonctionnements. D'autres limites se dessinent toutefois en son sein entre les puissances impérialistes désireuses d'augmenter leur pouvoir et qui, dans un monde clos, doivent finir par le faire au détriment des autres. » Là, je crois qu'on est sur le nœud du problème. La volonté de domination, la course à la croissance, on voit bien comment tout cela monte en puissance au fur et à mesure que l'on avance dans le livre. Et donc, dans l'histoire, puisque c'est chronologique, on voit aussi les liens de cause à effet et l'ampleur des effets que nous subissons aujourd'hui. Les énergies fossiles semblent être au cœur de ce siècle, du XXe siècle, et de ces problèmes. Alors, il l'avait été au XIXe siècle déjà, au moment de l'imposition du charbon pour l'Occident. Ah oui. Donc, quand je dis Occident, c'est essentiellement l'Europe et puis les États-Unis, puis ensuite le Japon qui est dans un phénomène de rattrapage. Donc, le charbon qui avait été l'énergie qui avait permis de dépasser les limites naturelles de l'Europe en particulier, puisqu'il commençait à manquer de forêt, qui était le combustible essentiel. Il restait de l'eau à exploiter, mais l'eau était contraignante pour l'industrie puisqu'il fallait forcément s'établir près d'un cours d'eau et où il n'y avait pas forcément de population ouvrière abondante qui permettait d'avoir des salaires bas. Donc le charbon permet de s'implanter où on veut une fois qu'on a le charbon, une fois qu'on dispose du charbon, eh bien on crée une usine et on peut produire. C'est sur cette voie-là que s'était engagé le Royaume-Uni d'abord et puis ensuite l'ensemble de l'Europe et les États-Unis. Donc le charbon avait été essentiel dans cet engrenage de la domination européenne sur le monde. Et au XXe siècle, c'est le pétrole qui va arriver avec une autre importance qui est... un autre avantage qui est celle de la fluidité. On peut transporter le pétrole par des pipelines de manière encore plus rapide que le charbon. En revanche, ce pétrole n'est pas immédiatement à disposition pour les pays européens. Et donc là, ça renouvelle, disons, les enjeux géopolitiques de domination directe et indirecte qui vont rester en cours jusqu'aux années 1960. Les États-Unis, eux, vont trouver leur engrais essentiel dans ce pétrole la domination états-unienne qui s'enclenche à partir des années 1880 est largement liée à la disposition abondante de pétrole pour les États-Unis. Oui. Voilà. Alors, les défenseurs de l'environnement, ils ont de plus en plus à faire au fur et à mesure qu'on avance dans le livre et dans l'histoire, donc. Et il leur faut se doter d'arguments de plus en plus solides parce qu'ils ont en face d'eux des puissances, en fait, et qu'il leur est difficile de se faire entendre. Et donc, pour ça, ils vont se tourner vers la science. Et au début, on a deux noms, Ernst Haeckel et Arthur Tansley, deux noms qui marquent cette histoire. Pour quelles raisons ? Alors, Ernst Haeckel, donc un Allemand qui a été élève de Darwin et qui lui invente le terme d'écologie. Donc on est en 1865. Mais celui qui va vraiment reprendre finalement ce programme et en faire une discipline scientifique, donc une discipline scientifique destinée à étudier les interrelations entre les différents êtres vivants, dont les humains, mais voilà. C'est Arthur Tansley à partir des années 1900, donc un Britannique cette fois. Tansley, il est également connu puisqu'en 1835, il invente le terme d'écosystème. Voilà, très important. Très important pour nous aujourd'hui. On a beaucoup trop longtemps négligé aussi. Voilà, exactement. Exactement. La croissance qu'on a évoquée tout à l'heure néglige les écosystèmes. Oui. Et la pensée, ce grand partage néglige les écosystèmes dans lesquels nous sommes pris. Voilà, Tansley a une vraie importance sur la fondation de cette écologie politique, de cette écologie scientifique, pardon.
L'écologie politique, ce sera un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un de militant. Mais il offre en tout cas un argumentaire scientifique à ceux qui veulent défendre le vivant. Donc en cela, c'est extrêmement important. Et l'invention de termes permet de penser différemment nos relations au reste du vivant et rend intelligibles ces relations-là. Donc en cela, avec les termes d'écologie et d'écosystème, Haeckel et Tansley sont absolument fondamentaux pour nos manières de penser aujourd'hui. Voilà, oui, c'est intéressant comment le vocabulaire, ne serait-ce que ce mot de nature qui est remis en question aujourd'hui dans la forme où on l'a accepté jusqu'à maintenant. Et on s'aperçoit que les mots conditionnent quand même beaucoup de choses dans notre rapport au monde. Alors, comme ces luttes pour l'environnement prennent de l'ampleur, il y a de plus en plus de réflexions sur le sujet et on voit apparaître justement, la transition est idéale, on voit apparaître des dissensions dans les approches. Par exemple, faut-il préserver ou conserver l'environnement ? Alors, quelle différence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, ce sont ça remonte à une polémique états-unienne autour de la protection de la nature aux États-Unis et de la gestion des parcs nationaux. Entre d'un côté John Muir, qui est pour ne pas intervenir, enfin laisser la nature évoluer, la nature protégée évoluer. Et de l'autre, Gifford Pinchot, formé en France d'ailleurs à l'école des eaux et forêts à Nancy, qui était passé par là, et donc qui est lui dans une perspective plutôt interventionniste. En fait, gérer la nature de manière à ce qu'elle fournisse au maximum les services qu'on attend d'elle. Donc on l'utilise là. Voilà, oui. une on vision exploitée de manière durable, mais on aurait un petit peu les débuts des sciences de la durabilité, disons, mais dans une version effectivement tournée en direction de la satisfaction des besoins humains. Alors que du côté de John Muir, qui s'inscrit là dans l'héritage de Thoreau et d'autres, il y a simplement l'idée que la nature mérite d'exister et mérite d'exister pour elle-même, voilà, sans forcément être liée à nos besoins humains. Grande différence d'approche. Alors au début du XXe siècle, on voit aussi apparaître, ça j'ai trouvé ça vraiment drôle aussi, des communautés. Et c'est assez étonnant parce qu'on s'aperçoit que les communautés des années 70 n'ont pas inventé grand-chose en fait, avec Monte Verita en Suisse. Alors en fait, les communautés des années 1970, voire 1960, parce qu'il y a des premières communautés aux États-Unis, autour de 1968, oui. Et même en France, en fait, on oui. retrouve déjà dans les années 1960 des premières communautés, mais elles inventent malgré tout, elles inventent tout, puisqu'elles n'ont pas le souvenir, enfin, il n'y a pas de mémoire de Monte Verita. Ah oui, c'est ça, c'est pas un héritage. Non, c'est pas un héritage. Ils ont l'impression d'inventer. Enfin, oui, ils inventent, ils réinventent quelque chose qui effectivement était apparu dans une forme de contestation radicale de la modernité, qui était apparue à Monte Verita autour de 1900, donc en Suisse, dans les Alpes suisses. Parce que là, il y a tout, l'alimentation saine, l'amour libre, tous les ingrédients de... Enfin, je sais pas s'il y avait les drogues des années 70, des communautés. Je ne sais pas non plus pour les drogues, mais en tout cas pour tout le reste, effectivement, c'est extrêmement proche. Alors ce sont il y a une même proximité avec le courant anarchiste aussi, qui est un courant qui est parmi les différents courants politiques du 19e siècle, et un des rares à sortir, à vraiment contester l'idée de progrès et à penser la destruction de la nature, à penser le sort conjoint des hommes avec le reste de l'environnement. Pas tout l'anarchisme, mais certains penseurs de l'anarchisme. Et donc, dans cette communauté se trouvent effectivement des gens influencés par l'anarchisme et qui montent cette communauté que vous avez bien décrite, avec des scissions assez rapides, et donc qui rappellent aussi les scissions des communautés dans les années 1970. Il y a pas mal de personnalités qui passent là. Et il y a pas mal de... Effectivement... Isadora Duncan, je crois. Voilà, Stefan Zweig, il y a un certain nombre de grands noms de l'époque qui viennent dans cette communauté, puisqu'elle s'ouvre au public pour pouvoir dégager certains revenus pour permettre de subsister, puisqu'il y a quand même un certain nombre de nécessités économiques qui s'imposent à tous. Donc pour D'où les dissensions entre les purs et durs qui ne veulent pas du tout et les purs et durs qui vont plus loin, qui partent plus loin. Voilà. Et donc on retrouverait ça aussi... oui, il y a vraiment des parallèles effectivement avec les communautés des années 70 et ensuite. Oui, je trouvais ça assez amusant. Alors on voit aussi que certaines personnalités avaient identifié le problème de considérer la nature à part de l'être humain, on en a déjà parlé, comme Franz Schrader qui formule sur le sujet des réflexions très pertinentes que l'on voit ressurgir aujourd'hui.
Effectivement, et on pourrait avoir l'affiliation avec un certain nombre de penseurs des Lumières, avec Humboldt qu'on a évoqué tout à l'heure, mais Schrader est un de ceux qui va penser conjointement la dégradation de l'environnement, l'exploitation des hommes, les inégalités sociales, disons, et aussi la destruction de peuples par la colonisation, et qui va penser cela ensemble et pour dénoncer une forme de progrès et lui proposer un autre type de progrès qui puisse qui puisse réintégrer les humains dans la nature. D'ailleurs, il pense les limites de ce terme de nature et cette idée qui lui paraît incongrue que l'homme puisse penser à un moment donné extérieur à la nature. Et donc Schrader c'est pour ça qu'on en parle comme un des pionniers de l'écologie politique, puisqu'il y a cette pensée systémique, c'est-à-dire penser à la fois à la dégradation de l'environnement et nos conditions de vie, nous, d'humains. Mais là, on est dans quelles années? On est dans les années, entre les années 1890 et 1920. Il meurt dans les années 1920, Schrader. Ses différents écrits s'échelonnent là-dedans. Schrader est intéressant parce qu'il a des positions institutionnelles assez importantes et c'est en particulier l'auteur des manuels de géographie qui vont être diffusés à l'école primaire des années 1880 jusqu'aux années 1930. Donc, bon, il a ces positions-là, il a cette pensée radicale à côté, oui. Mais finalement, ça reste sans effet, là encore. Oui, là aussi on a l'impression avec ces idées-là aujourd'hui qu'on invente, que ça émerge, que ce sont des nouvelles prises de conscience. On se rend compte que beaucoup de ceux qui nous ont précédés avaient déjà identifié ces liens. Oui, et avait été capable de penser au contraire aussi d'un unanimisme qu'on peut avoir en tête de manière un peu caricaturale, mais qui avait pensé des critiques radicales de l'impérialisme et de la domination coloniale en lien avec les effets sur l'environnement. Donc là, on a des choses effectivement qui nous paraissent très contemporaines, oui, mais qui sont pensées sur le vif, au moment même où tout ça se passe. Donc on apprend aussi que dès le début du 19e siècle, des individus remettent en cause l'utilisation d'intrants chimiques dans l'agriculture, et en 1959, alors que se généralise l'agriculture intensive et le recours aux engrais chimiques et pesticides, apparaît une méthode d'agriculture qui les exclut, ces engrais chimiques et ces pesticides, qui souhaite les exclure, plus ou moins donc, et qui va lutter pour continuer d'exister, mais qui va se développer, et ce sont les débuts officiels en fait de l'agriculture biologique. Oui, exactement. Donc avec des théorisations un petit peu plus anciennes, dès les années 1930, des expérimentations d'une agriculture qui n'utilise pas d'intrants chimiques. Donc ça apparaît, en fait, l'agriculture biologique est quasiment contemporaine. C'est-à-dire ça apparaît au moment où se généralise vraiment, s'impose vraiment les intrants chimiques. C'était apparu au 19e siècle, ce sont les engrais minéraux, phosphate, potasse, donc on va extraire dans le reste du monde et ramener en Europe et aux États-Unis pour faire croître l'agriculture locale, mais c'est assez limité dans un certain nombre de grandes exploitations qui visent la montée en production, mais sur l'essentiel des exploitations qui sont des petites exploitations, on n'utilise pas ces intrants minéraux. Ensuite viennent les intrants chimiques avec la révolution. Oui, parce qu'en fait, l'agriculture biologique, c'est l'agriculture comme elle était avant, Exactement. Sans tout ça. Et avec l'apport de l'agronomie, c'est-à-dire qu'on commence à mieux comprendre la chimie des sols et la biologie des sols, oui, qui permet d'avoir une agriculture effectivement biologique qui est dans la continuité de cette agriculture qui n'utilisait pas d'intrants chimiques auparavant, mais qui essaye aussi d'avoir des meilleurs rendements en comprenant mieux le fonctionnement des sols et en essayant d'accompagner les sols vers de meilleurs rendements. Oui, il y a une expertise scientifique, des analyses aussi avec l'agroécologie. Exactement, c'est ça, c'est l'agroécologie. Oui. C'est exactement ça. Et disons, oui, donc la grande révolution, c'est l'arrivée des intrants, des intrants chimiques avec les engrais azotés. Donc le brevet déposé en 1913, rendu public, disons qu'il rentre dans le patrimoine mondial commun à partir de 1919, suite à la défaite allemande, qui fait que les Allemands doivent livrer une partie de leur brevet et que les firmes françaises, les firmes états-uniennes vont se mettre à exploiter ces engrais chimiques, ces engrais azotés. Mais il ne s'impose véritablement, il ne se généralise dans l'agriculture qu'après 1945, accompagné aussi par les pesticides, un
ensemble de choses qui fait qu'après 1945, en Europe, en France particulièrement, la révolution agricole qui était espérée au 19e siècle a vraiment lieu à ce moment-là, parce il y a cette conjonction de choses qu'on utilisait auparavant, mais qui va être désormais utilisée partout, avec une recomposition radicale de l'agriculture. Les paysans eux-mêmes se montrent sceptiques au départ devant l'arrivée de ces intrants chimiques. Ils se méfient beaucoup, d'une part parce qu'ils pensent que ça détruit les sols, ils l'observent. Mais le bon sens paysan. Le bon sens paysan. Tout naturellement, cette intelligence intuitive et surtout de gens qui sont sur le terrain, quoi. Exactement. Qui connaissent. Et puis en plus, parce que ça révolutionne, ça transforme totalement leur manière de faire et leur façon de concevoir leur métier, parce que ça les lie intimement au marché. Ça les rend dépendants. Ça les rend dépendants et ça les oblige à un certain niveau d'investissement. Donc l'agriculture de ce fait, il y a un ensemble de changements qui arrivent avec l'arrivée de ces intrants chimiques et la généralisation de ces intrants chimiques après 1945. Oui, c'est ça. Et puis ces plans politiques pour imposer cette agriculture, parce qu'il y avait la faim après la guerre et qu'il fallait nourrir massivement, réussir à nourrir à nouveau la population. Et du coup, on entraîne vraiment avec force les agriculteurs à opérer cette mutation. Effectivement. Alors, il y a beaucoup de mesures incitatives avec le mécanisme de subvention. Et il y a effectivement des politiques qui sont menées pour transformer cette agriculture et inciter en particulier les plus petites exploitations à disparaître et à céder la place à ceux qui peuvent se moderniser. Et aujourd'hui, beaucoup des personnes que j'interviewe émettent le désir de voir apparaître un nouveau plan, mais pour faire le chemin inverse, pour accompagner les agriculteurs dans cette transition. Et il y a désormais un instrument extraordinaire qui existe depuis les années 1960, c'est la PAC, la politique agricole commune, mais qui visiblement ne prend pas n'est pas utilisé dans cette le chemin de l'agroécologie, pas entièrement. Oui. Ménage la chèvre et le chou comme beaucoup de politiques publiques. Oui. Alors, c'est aussi au milieu de ce XXe siècle qu'Aldo Leopold propose une véritable éthique de l'environnement qui se résume en une phrase. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Ça paraît si simple. Eh oui, c'est magnifiquement dit. Donc, Aldo Leopold... là encore, on retrouve d'ailleurs, il y a une illustration avec un dessin qui est émouvant. Et, la photo est également émouvante avec son chien, mais il est près d'un étang ou d'une rivière avec son chien. Mais voilà, on retrouve cette sensibilité qu'on évoquait tout à l'heure et ça fait partie de ces personnages. C'est un homme, mais qui dépasse cette vision instrumentale et masculine, disons, de la nature. Là, c'est 1948. 1948 aux États-Unis. Oui. Chères auditrices et auditeurs de SoSuite Planète, ce premier épisode consacré au livre « Une histoire des luttes pour l'environnement » est terminé. Ne manquez pas le deuxième et dernier épisode de cette interview avec Steve Agimon. Si vous avez apprécié ce podcast de SoSuite Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de SoSuite Planète mis en ligne. À bientôt.